je sais que c'est un sujet qui est un peu lourd. Donc, je dois commencer par vous dire que ce que je vais discuter ce matin, je vais vous expliquer l'opinion de Dave Feltman et non pas mon opinion ou l'opinion de Cito Solutions. Ce que je vais faire ce matin, ce n'est absolument pas des conseils d'ordre médicaux. Je ne suis pas un spécialiste. Je ne suis pas un professionnel de la santé. Vous ne devez pas utiliser ça pour prendre des décisions sur votre santé. Si vous devez prendre des décisions sur votre santé, vous devez en discuter avec votre pharmacien et avec votre médecin et avec votre équipe traitante, ainsi de suite. Le but de ça, c'est de vous expliquer le point de vue de Dave et de vous aider à comprendre un peu plus le fonctionnement des bilans lipidiques et du cholestérol dans le corps humain et spécialement excellent. Lily, le son est saccadé. Ah, OK, je m'excuse, Claire. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que le son n'est pas bon? Juste vite. C'est ça. Claire, c'est peut-être ça. C'est peut-être votre connexion Internet à ce moment-là. Il semblerait que ça soit bon pour tout le monde. Donc, ce que je disais, c'était que je sais plus. Je ne sais plus ce que je disais. Excellent, tout est beau. Je vais juste enlever mon casque. Parfait. Bon. Je ne vais pas avoir une casque parce qu'il n'y a personne qui va me parler comme tel. Donc, c'est ça. Ce que j'ai essayé de vous expliquer, c'était que c'est l'opinion de Dave. Et, ah oui, c'est ça. Non, on va parler du cholestérol dans le corps humain, mais spécialement le cholestérol dans un contexte low carb, high fat, dans un contexte de haut en glucides et faible en lipides. Non, ça part mal. Dans un contexte de faible en glucides et élevé en lipides, et surtout dans le contexte des hyper-répondants, c'est ce qu'on appelle. Parfait, excellent. Ça a été répondu. Ça a été répondu. Parfait. Ça fait que de ce pas, je partage immédiatement mon écran et on commence avec ça. On va y aller avec celle-là ici. Parfait. Excellent. Donc, c'est pas la bonne. Pourquoi j'ai pas la bonne? Je n'ai pas choisi la bonne. Ça va là? Yep. On reprend ça. OK, elle est là, parfait. On s'essuie puis on recommence. Bon. OK. Bon. Tout le monde voit Dave? Oui, parfait, excellent. Super, merci. Donc, comme j'expliquais tantôt, mon ami Dave ici, c'est pas un spécialiste de la santé, loin de là. Dave Feltman, c'est un ingénieur en logiciel. Un ingénieur en informatique. Et Dave, en 2015, a eu des problèmes avec son bilan lipidique. En premier, ce qui est arrivé, c'est qu'il a, pour un problème de poids, santé, ainsi de suite, il a décidé de passer à l'alimentation cétogène. Et quand il a vu sa première prise de sang, il a un peu paniqué parce que sa prise de sang était extrêmement mauvaise. C'était ce qu'on appelle, on va le voir tantôt, un hyper-répondant. Et on lui prédisait une mort atroce extrêmement rapidement. Et
Donc, Dave, ce qu'il a fait, c'est que, comme je disais, il a commencé le CETO en 2015, il a perdu 25 livres. Et ça a fait de lui qui est devenu un obsédé du cholestérol, de la recherche sur le cholestérol. Et il s'est mis à faire une quantité absolument industrielle de ce qu'on appelle une expérience N est égal à 1. Une expérience N est égal à 1, c'est quoi? C'est ce que ça veut dire. N, c'est le nombre c'est le nombre de personnes sur lesquelles on fait qu'on fait l'expérience. Un N est égal à 100, ça serait une expérience scientifique sur laquelle il y aurait 100 personnes sur qui on ferait l'expérience. Quand on dit un N est égal à 1, c'est ce qu'on appelle une anecdote. Donc, ça veut dire qu'il y a juste une personne. Et Dave, je doute fortement que ce soit qu'il y ait des petits problèmes au niveau de la compulsivité. Depuis ce temps-là, Dave, comme vous pouvez le voir sur la photo, premièrement, il pèse tout ce qu'il mange. Et non seulement il pèse tout ce qu'il mange, il photographie tout ce qu'il mange. Et tellement que dans les conférences, il a lancé un concours. Et le concours, c'est que si jamais vous réussissez à voir Dave manger quelque chose qu'il n'a pas photographié auparavant, vous allez le voir, vous lui dites, et il va vous remettre 100 US. Et comme il précise dans son vidéo, c'est vraiment 100 US. C'est que c'est ça. C'est un petit peu un compulsif. Et non seulement ça, il s'est mis à prendre une quantité industrielle de prise de sang. Et bon, la vidéo date de 2018. Et en moins de 3 ans, il y avait au-dessus de 100 quelques prises de sang. Ça veut dire que il prend une prise de sang à peu près aux 3 mois. Non seulement ça, aux États-Unis, il y a un appareil qu'on peut avoir pour mesurer le cholestérol sanguin et il s'en est procuré un pour pouvoir mesurer son cholestérol. Et avec tout ça, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé un site Internet qui s'appelle le Cholesterol Code. Je vous ai donné le lien dans la présentation du webinaire. Là, vous avez le lien vers le Cholesterol Code. Et il a créé le Cholesterol Code, qui est un site Internet qui est financé à 100% par les gens qui fréquentent le site. Il n'y a pas de membership, que vous pouvez, que vous devez payer. C'est 100% gratuit. Il veut absolument que le site reste gratuit à 100%. C'est pour ça qu'on voit ici à droite, vous pouvez faire des dons. Il ne reçoit aucun don d'aucune entreprise, quelle qu'elle soit. Et tranquillement, ce site-là est devenu la place que tous les personnes qui font du low carb se ramassent pour avoir des informations sur leur cholestérol. Non seulement ça, ce site-là est devenu une référence pour l'ensemble des médecins, des professionnels de la santé qui prônent le low carb. Et encore plus que ça, ce site-là maintenant est devenu un endroit pour la plupart des professionnels de la santé, même ceux qui ne prônent pas l'alimentation low carb. C'est vraiment, Dave parle d'une université du bilan lipidique parce que non seulement lui met de l'information sur le site, mais les membres, pas les membres, parce qu'il n'y a pas de membres comme tel, mais les gens qui fréquentent le site, beaucoup de gens qui fréquentent le site vont aller là, faire des expériences sur leur cholestérol et poster leurs résultats là-bas qui sont compilés. Et à la longue, puis ça, on va en parler tantôt, vous allez le voir, il a développé aussi un outil dans lequel vous pouvez rentrer vos données de cholestérol personnel et l'outil va vous évaluer votre bilan lipidique et vous l'expliquer un peu. Et il y a beaucoup de professionnels de la santé qui envoient leurs patients là-dessus. Et non seulement ça, il y a beaucoup de gens
qui vont là-dessus, rentrent leur bilan, vont prendre un print screen de ce que l'outil leur donne comme information et vont renvoyer ça. C'est fait pour être renvoyé à votre médecin pour lui dire, regarde ce que dans le fond, l'outil me dit, comment lui évalue mon risque au niveau de maladie cardiaque et ainsi de suite. C'est que même si Dave n'est pas un spécialiste de la santé, il a développé une expertise dans ce domaine-là qui est reconnue à la grandeur. Dave maintenant donne des conférences pour Diet Doctor et ainsi de suite. Parfait. Et si on peut regarder, c'est un tableau du nombre de commentaires qui sont faits sur le site du Cholestérol Code. Admettons, on parle d'ici en juin 2016 jusqu'à maintenant août 2018. En août 2018, il était rendu 2 personnes à temps plein sur le site pour répondre aux questions des gens et à maintenir le site. Et aussi sur le site, pour les gens qui vont aller voir le site, il y a une explication, c'est en dessin animé, il y a une explication un peu du comment le cholestérol fonctionne dans le corps humain, les LDL qui se promènent et ainsi de suite. Et si vous allez sur le site de Cétosolutions, dans le blog, on a 2 publications qui ont été, c'est ça qui a été traduit par une des membres du groupe et on les a postées là aussi en français. Donc, vous pourrez aller voir ça. C'est de cet endroit-là que ça vient. Parfait. Donc, ça, c'est un peu pour la présentation. Aussi, sur Facebook, pour les gens qui sont intéressés, qui sont bilingues nécessairement parce que c'est en anglais, il y a un groupe qui a été créé, LMHR, qui est pour Lean Mass Hyper Responder. OK? Donc, c'est pour les gens, parce que vous allez le voir tantôt là, dans le phénotype des hyper-répondants. Généralement, les hyper-répondants, c'est des personnes qui sont minces, qui sont généralement minces. Donc, vous pouvez aller voir pour ce groupe-là, LMHR, en 2018, là, comme je vous dis. La vidéo date de 2018, là, donc, mais il y avait... je l'avais pas ça. Oh, je m'excuse. Mais il y avait, au moment, là, ça fait comme pas longtemps que ça avait été lancé et il y avait comme déjà 800 personnes qui étaient là-dessus. OK. Donc, on commence ça vraiment. Dave, c'est quelqu'un qui va mesurer son cholestérol, comme je vous le dis, de façon extrêmement souvent. Et non seulement ça, il va aussi prendre une multitude de lectures, sa glycémie matinale, ses BHB et la quantité de gras et ainsi de suite. Donc, il va faire un paquet de graphiques. Sur ce graphique-là, ce qu'on voit, c'est en orange, c'est la quantité de gras qu'il a consommé, c'est la moyenne sur 3 jours. Et en bleu, c'est la quantité de LDL-C à l'intérieur de son sang. Et ça, les prochaines slides, c'est pour expliquer un peu le lien qu'il y a direct entre la quantité de gras que je vais ingérer et la quantité de LDL-C à l'intérieur de mon corps. Et ce que vous pouvez constater, puis je vais vous expliquer le pourquoi après, c'est quand la quantité de gras que je consomme descend, ma quantité de LDL va augmenter. Et quand je consomme beaucoup plus, ici, exemple, de gras, ma quantité de LDL-C va diminuer. OK? Et ça, c'est ce qu'on appelle la réaction inverse du cholestérol en français. C'est la traduction. Puis on le voit là sur ça, c'est une période de 29 jours, mais on voit que c'est la courbe, les 2 courbes sont carrément inverses. OK? Ce qu'il faut comprendre, c'est que, et ça, c'est vraiment extrêmement important, là, et ce que je vais faire, c'est une pause de 30 secondes. L'important au niveau du cholestérol, c'est justement la première chose, c'est de commencer par
utiliser les bons termes, appeler un chat un chat. Et ce qu'il faut que je vous explique, c'est que en réalité, quand on parle de cholestérol, le cholestérol, la vraie chose qui est un cholestérol, c'est un gras. Le cholestérol comme tel, c'est un gras. Et ce qu'on mesure à l'intérieur du sang, exemple, un LDL, c'est pas un cholestérol. Le cholestérol est à l'intérieur du LDL. Le LDL, comme le HDL, ou ici on voit le chylomicron, c'est des transporteurs de cholestérol. Mais ça ne fait pas juste transporter du cholestérol. Ça va transporter des triglycérides, qui est du gras. Ça va transporter tout ce qui est vitamines qui sont liposolubles. Toutes les vitamines qu'on vous dit de prendre en mangeant du gras, comme par exemple la vitamine D, la vitamine K, ce sont des vitamines liposolubles et ces vitamines-là vont être transportées par les lipotransporteurs ou les lipoprotéines, qui sont ce qu'on mesure, les LDL, les HDL, les chylomicrons et ainsi de suite, à l'intérieur du sang. Donc, en réalité, quand on parle d'un bilan lipidique, on parle pas du cholestérol comme tel, on parle des lipotransporteurs qui sont à l'intérieur de votre sang. Ici, on voit les deux principaux types de lipotransporteurs. À gauche, ce qu'on appelle le fameux chylomicron. Le chylomicron, c'est quoi? C'est le premier lipotransporteur. Quand je mange du gras, le gras va se ramasser dans mon estomac, va être émulsifié à l'intérieur de mon estomac, va se ramasser dans mon intestin. Et à l'intérieur de là, c'est là qu'il va passer dans mon sang, à l'intérieur d'un chylomicron qui va être transporté vers, entre autres, vers mon foie. Okay? Donc, le chylomicron, c'est le transporteur de gras, mais du gras alimentaire, le gras que je mange. Les chylomicrons, c'est des gros ballons de plage. Si vous voulez vous donner une idée d'un chylomicron, c'est un gros ballon de plage. Et ceux-là ne sont absolument pas dangereux. Il n'y a aucune chance qu'ils vont causer de la plaque. Ils ne peuvent pas s'accumuler nulle part. Ils sont très, très légers. Et donc, à ce moment-là, ce n'est pas eux autres qui sont problématiques. Et aussi, un chylomicron, ça vit quelques heures. C'est important aussi de comprendre le temps que chaque particule va passer à l'intérieur de vous. Ici, les VLDL, eux autres, vont transporter des gras qui vont provenir de vos cellules adipeuses. Ça veut dire que le gras de ma cuisse, si je dois le transporter vers, exemple, le foie, il va être mis dans un VLDL et il va être transporté vers mon foie dans un VLDL et ainsi de suite. Donc, s'il a besoin d'être transporté vers n'importe quel organe, c'est toujours dans un VLDL. Et ensuite, les VLDL c'est eux autres qui vont devenir éventuellement ce qu'on appelle des LDL. Ils peuvent passer par plusieurs étapes. Le VLDL va devenir ce qu'on appelle un IDL, on ne le voit pas ici, qui est dans le fond, c'est un intermédiaire, une dimension intermédiaire et un LDL. Quand est-ce qu'il va changer de nom? C'est quand, exemple, si mon VLDL va donner les triglycérides qu'il y a à l'intérieur de lui vers à un organe ou à une cellule, à ce moment-là, il passe de l'état VLDL à l'état soit LDL ou IDL. Et ainsi de suite. C'est comme ça que le VLDL devient un LDL. Et le LDL peut aussi s'oxyder et devenir une plus petite particule encore. C'est pour ça qu'on parle de large portion remodel to LDL. Il y a une grosse portion qui vont être remodelées. Et ça vit quelques heures à l'intérieur du corps. Et le cycle de ça, c'est que mon LDL, normalement, va
va contenir, il peut contenir du cholestérol, il peut contenir des triglycérides, il peut contenir des vitamines, va transporter ça vers l'organe. Et un coup qu'il a transporté, c'est comme un bateau, il va aller donner sa cargaison. Et un coup que sa cargaison a été donnée, normalement, il devrait revenir en circulation et il va être recapturé, exemple, par le foie pour être détruit et pour être réutilisé. Les molécules qu'il compose vont être réutilisées pour faire d'autres choses. Et il n'y a pas juste le foie qui a des capteurs pour pouvoir le récupérer. Il y a une grosse portion qui vont être récupérées par d'autres organes parce que, entre autres, puis on va le voir tantôt aussi, entre autres, les particules qu'il compose, les autres cellules peuvent les utiliser pour se réparer et ainsi de suite. Et le HDL, qu'on ne voit pas ici, le HDL, lui, ce qu'on appelle le fameux bon cholestérol, puis je vous le dis tout de suite, là, premièrement, ce n'est pas du cholestérol, c'est un lipotransporteur et il n'y a pas de bon ou de mauvais lipotransporteur, ça qu'on n'utilisera pas cette terminologie-là. Mais les HDL, eux autres, leur but dans la vie, c'est d'aller récupérer le fameux cholestérol qui est contenu à l'intérieur, donc à l'intérieur des lipoprotéines. Quand la lipoprotéine va livrer trop de cholestérol à un organe, à une cellule, à un endroit précis, le HDL, lui, sa job, c'est d'aller récupérer ce qui n'est pas utilisé en cholestérol et de le ramener au foie. Donc, c'est un petit peu pour ça qu'on le voyait comme étant le bon lipotransporteur, parce que lui, il allait dans les sites, exemple, dans les artères, il allait chercher le cholestérol en extra et il le rapportait au foie. Excellent. Donc, il y a deux au niveau là, de ce qu'on parlait, en haut, on voit les chylomicrons et en bas, on voit les VLDL. Ça fait que quand on mange, on va consommer beaucoup de gras et donc à ce moment-là, il va y avoir beaucoup de chylomicrons qui vont être produits. Et à ce moment-là, étant donné qu'il va y avoir beaucoup de triglycérides en circulation dans le sang, le foie n'a pas besoin de produire beaucoup de VLDL avec des triglycérides à l'intérieur. Et donc, c'est ce qu'on va dire. Ce qu'il dit, c'est qu'on va réduire la production de VLDL à ce moment-là. Et ainsi de suite. Si je ne mange pas, donc je suis en jeûne, bien à ce moment-là, le foie, pour maintenir une quantité X de triglycérides à l'intérieur en circulation, parce que j'ai besoin de triglycérides, surtout qu'en jeûne, ben, je vais rouler sur le gras, principalement comme source d'énergie. À ce moment-là, le VLDL va se mettre à produire beaucoup, le foie va se mettre à produire beaucoup de VLDL. Et ça, c'est l'explication, je vais revenir un peu en arrière, de ce graphique-là. Quand je consomme pas beaucoup de gras, ben les LDL qui sont la source des LDL, c'est les VLDL qui ont transporté du gras. Donc, les LDL vont augmenter quand je ne consomme pas beaucoup de gras et quand je consomme beaucoup de gras ici, bien, mes LDL vont baisser. Extrêmement important à comprendre. Juste pour être sûr que tout le monde me suit jusqu'à date, levez la main ceux qui comprennent. Excellent, c'est la grosse majorité. Super. Parfait, on continue. OK. Donc, ici, Dave, dans la vidéo, ce qu'il fait, c'est qu'en le fond, il donne des conseils pour les médecins. Parce que la conférence qu'il donnait à ce moment-là, c'était pour des médecins. Et ce qu'il disait, c'était aux médecins de commencer par donner des bons tests à leurs patients. Et une des choses, puis ça c'est vraiment important parce que présentement au Québec, les recommandations, lorsque vous faites une prise de sang pour un test de lipides, les recommandations au Québec ont changé maintenant. Et dans le fond, on vous dit,
faites ce que vous voulez, pas besoin d'être à jeun, allez-y quand vous voulez, il n'y a pas de problème, ça ne change rien sur votre bilan. Et c'est absolument pas vrai, ça a un impact majeur. La première chose que vous devez faire avant de prendre une prise de sang, puis là, dans le fond, moi, je ne vous l'expliquerai pas comme si vous seriez des médecins, mais je vais vous l'expliquer si vous êtes des patients. La première chose, c'est extrêmement important que vous mangiez normalement pendant les 5 jours avant votre test. Okay? Et ça, c'est extrêmement important. Donc, si vous avez le goût de faire des tests, de couper le fromage ou d'essayer de manger quelque chose que vous n'avez jamais mangé de votre vie, ce n'est pas le temps. Vous devez, pendant 5 jours, vous devez manger de façon normale. OK? Et surtout, la dernière chose que vous voulez faire, c'est de dire « Ah, tu sais, j'ai peur un peu que mon test soit élevé, je vais manger un peu moins de gras. » Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, si vous coupez la quantité de gras que vous consommez, qu'est-ce qui va arriver avec vos LDL? Ils vont monter. Donc, c'est important de ne pas couper la quantité de gras que vous mangez. Et surtout, vous ne devez pas faire de jeûne prolongé avant votre prise de sang. Et pas de jeûne prolongé de plusieurs jours avant votre prise de sang. Ça, c'est pour le point 1. Le point 2, c'est que vous devez être à jeun entre 12 et 14 heures avant votre prise de sang. Et quand on dit à jeun, c'est avec de l'eau et du sel, c'est tout. Surtout, for the blood, OK. Et pas de café, pas de thé, juste de l'eau, c'est extrêmement, extrêmement important. Le café, vous allez le voir tantôt, on va en parler, il peut avoir un impact significatif majeur sur votre prise de sang. Et le 12 à 14 heures aussi est extrêmement important. Je l'ai moi-même expérimenté. Ma dernière prise de sang pour mon bilan lipidique, j'étais à jeun juste de 10 heures. Et avec cette prise de sang-là, si j'aurais montré ça à mon médecin, il m'aurait mis ses statines d'urgence parce que je pense que mon LDL était à genre 6 ou 7. Là. Ça avait comme explosé, là, ça n'avait pas de bon sens. Donc, ça a un impact majeur, important, 12 à 14 heures à l'eau seulement. Ensuite, après ça, comme je disais, ça, je vais passer un peu rapidement, mais parce que ça, c'est les conseils de Dave aux médecins. La première chose qu'un médecin devrait faire, c'est nécessairement votre médecin. Je vous l'explique parce que votre médecin va faire ça aussi. C'est important pour lui de faire ça. Le premier point, c'est qu'il doit absolument vous dire ce que la position officielle la position officielle doit ce qu'il doit vous dire absolument selon la position officielle. Ça veut dire que si vos LDL sont élevés, votre médecin est obligé de vous dire que vos LDL sont élevés et présentement, même si ce n'est pas aussi clair que ça, quand les LDL sont élevés, si votre facteur de risque est élevé, à ce moment-là, il doit vous recommander d'intervenir sur cet aspect-là. Cependant, votre médecin devrait aussi permettre ce qu'on appelle les observational data. Ça veut dire, il devrait vous dire, j'ai vu plusieurs de mes patients qui ont essayé une alimentation low carb, high fat, une alimentation faible en glucides et élevée en gras, et ceci semble bien fonctionner pour eux. Donc, et après ça, à la fin, il devrait vous laisser le choix. Il devrait vous laisser le choix de vous dire, certaines personnes préfèrent avoir une intervention dans leur style de vie, une intervention au niveau de leur alimentation. Il y a d'autres personnes qui préfèrent pas se casser la tête, manger ce qu'ils veulent et prendre des médicaments pour le restant de leur jour.
et aussi devrait vous expliquer les conséquences qu'il peut avoir à prendre ces médicaments-là. Chaque médicament a des effets secondaires qui sont possibles et aussi les facteurs de risque en arrière de ça, parce que, exemple, le nombre de patients que je dois traiter avant d'avoir un patient qui a un bénéfice vis-à-vis de ce médicament-là, ce qu'on appelle le fameux needed to treat, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est la discussion que votre médecin devrait avoir avec vous, vous dire ce que, selon le guide présentement, selon les normes actuelles, ce que les normes recommanderaient en fonction de votre bilan, de ce qu'il y a devant lui, mais aussi vous parler que c'est pas, il y a d'autres options qui sont disponibles et à la fin, vous donnez le choix en fonction de toute l'information qu'il devrait vous donner. Okay. Quand on passe à une alimentation low carb, je m'excuse à tout le monde. Je vais, parce que là, j'ai toujours tendance à essayer de la traduire. Je le sais qu'on essaie de d'utiliser le langage francophone, mais c'est un réflexe que j'ai naturel, là, puis ça me mélange tout le temps, là. Je vais utiliser l'utilisation low carb, là, à moins vraiment que quelqu'un, ça le choque là, de m'entendre utiliser cette expression-là. Là. Sinon, juste à me le dire, puis je vais essayer d'arrêter. Là. Donc, quand on passe à une alimentation low carb, 80, mettons, je sais pas, ah oui, c'est ça, c'est 70%. 70% des gens vont voir leur bilan lipidique s'améliorer énormément. Et non seulement ça, mais dans un contexte standard. Ce qui veut dire que mes triglycérides vont baisser, mes HDL vont monter et mon LDL va descendre autour de 2,5, 3. Il va se stabiliser là. Et ça, si je vais voir mon médecin avec ça, et je dis, garde, ça, c'est ma prise de sang, mon médecin va dire, aucun problème, continue ce que tu fais, la vie est belle. Et même dans un contexte low carb, même dans un contexte où je mange beaucoup de gras, parce que vous l'avez vu tantôt, si je mange beaucoup de gras, généralement, qu'est-ce qui va arriver avec mes LDL? Ils vont descendre. À l'intérieur de ça, juste pas oublier mes notes, je suis rendu à la slide 14. C'est ça. Oui, et c'est ça. Et à l'intérieur de ça, il y a un groupe, ça c'est la portion bleue, il y a un groupe qui représente à peu près 30% des gens qui sont low carb, qui, eux autres, vont avoir ce qu'on appelle un standard hyper-responder. C'est quoi ça, un hyper-répondant standard? C'est des gens qui, généralement, je vous dirais, puis c'est temporaire, la première année, vont avoir une hausse drastique de leur cholestérol total. OK? Donc, c'est quoi le cholestérol total? C'est le fameux C total qu'on voit sur la prise de sang. Et ça, c'est l'ensemble du cholestérol. Donc, si je prends dans le sang, dans la prise de sang, toute la série des LDL au complet, toutes les HDL au complet, et ainsi de suite, j'additionne tout ça ensemble, c'est tous les lipotransporteurs d'un bout à l'autre, de toutes les dimensions, tous les types de HDL et ainsi de suite. C'est le total de tout ça. Et c'est sûr que si je passe à une alimentation low carb et que mon fuel devient le gras, ça veut dire mon carburant est le gras, bien généralement, les transporteurs de gras vont augmenter dans mon sang. C'est parfaitement normal. Comme j'expliquais tantôt, les transporteurs de gras, c'est les bateaux qui transportent le gras. Donc, si j'utilise plus de gras, je vais avoir besoin de plus de transporteurs pour pouvoir faire ça. C'est que ça, c'est la première chose. Et chez les gens qui passent en alimentation low carb, qui ont un surpoids, ben c'est encore plus vrai. Les gens qui sont diabétiques, c'est possible aussi que ça va arriver, et ainsi de suite. À l'intérieur, et ça, généralement, comme j'expliquais tantôt, c'est quelque chose qui va se restabiliser en dedans d'un an et les LDL vont redescendre, les HDL vont monter et les choses vont se stabiliser.
à l'intérieur de ça, il va y avoir un autre pourcentage et ces personnes-là, c'est vraiment un pattern qui est très, très spécifique. Et ces gens-là, ça va être ce qu'on appelle les Lean Mass Hyper-Responders, les fameux LMHR. Et c'est un phénotype, un type de personnes c'est vraiment très, très spécifique. OK? Donc, qu'est-ce qu'un hyper-répondant standard? C'est quelqu'un qui va avoir un LDL-C, OK? Le C tient pour calculer en passant parce que les LDL qu'on voit sur les prises de sang, ce n'est pas des LDL réels. Ce sont des LBL-C, c'est un LDL calculé. Donc, c'est un calcul scientifique qui va déduire le fameux LDL. Et on parle d'un LDL au-dessus de 3,88 millimoles par litre. Donc, si vous passez en low carb et que vous avez un LDL au-dessus de 3,8 millimoles par litre, 3,9 millimoles par litre, bien à ce moment-là, vous rentrez dans la catégorie des hyper-répondants standards. Si vous avez, comme ici, un LDL-C au-dessus de 5,17 millimoles par litre et un HDL-C au-dessus de 2,07 millimoles par litre, et des triglycérides en bas ou égal à 0,79 millimoles par litre, vous rentrez dans la catégorie des hyper-répondants, des lean mass hyper-répondants. OK? Les lean mass hyper-répondants, généralement, vont être des personnes qui possèdent un pourcentage de gras corporel assez faible. C'est pas quelque chose qu'on va retrouver généralement. Il peut y avoir des exceptions, mais c'est pas une chose qu'on va retrouver chez des gens qui sont en surpoids généralement. Okay? Donc, on parle d'un pourcentage de gras corporel en deçà de 20 % chez les hommes et en deçà de 23 % chez les femmes. Ce sont des gens qui sont généralement de modérément à très en forme physiquement. Plusieurs sont très athlétiques. Et généralement, c'est des gens qui sont très, très low carb. Ça veut dire que ça va être chez des gens qui vont consommer 25 grammes net et moins de carbs. OK? De plus, chez ces personnes, on parle souvent de personnes qui vont avoir des BHB, des niveaux de bêta-hydroxybutyrate dans le sang, très faibles. Ce sont des gens qui ont des très grosses difficultés à avoir des cétonimies très élevées. Et aussi, ils vont souvent avoir des glycémies élevées, des glycémies à jeun très élevées, entre 5 et 6 millimoles par litre. Okay? Et une des hypothèses, puis là je précise qu'ici c'est une hypothèse, ça n'a pas encore été expliqué à 100% la raison, mais une des hypothèses que Dave donne sur ce sujet-là, c'est que dans un tel contexte, c'est généralement des gens qui sont ce qu'on appelle en anglais fat adapted, ça veut dire qu'ils sont adaptés, très, très bien adaptés à brûler, à oxyder des lipides. Et à ce moment-là, on parle d'adaptive glucose sparing. Ça veut dire que c'est quoi le glucose sparing? C'est quand un muscle, exemple, va éviter volontairement de consommer du glucose pour laisser ce glucose-là en circulation pour les organes qui sont dépendants de glucose. Donc, quand j'arrive à un certain stade de ma céto-adaptation, à un moment donné, mes muscles vont préférer consommer du gras et ils vont dire non, moi, du glucose, j'en veux pas. Et à ce moment-là, même si mon foie produit du glucose, les muscles vont refuser de le prendre. Et ce que ça va faire, c'est que ça va provoquer une hausse de ma glycémie, une légère hausse de ma glycémie. Et c'est à ce moment-là que je vais me ramasser avec des glycémies élevées là, comme à 5 et 6 à jeun. Et au fur et à mesure que ma journée va avancer, ben, ma glycémie va baisser. Sur le site du Cholesterol Code, il y a un outil, comme j'expliquais tantôt, qu'on peut utiliser comme ça ici
pour rentrer nos données et ça va nous donner une explication. Et ce que j'ai fait, c'est que, et là, je vais juste changer d'écran, ça ne sera pas long. Oups, c'est pas le bon. Oui, parfait. Celle-là ici. Comme ça. Share screen. Et celle-là ici. Bon, parfait. Share. OK. Super. Et là, bon, ça ici, ce que je vais faire, c'est que j'ai utilisé une de mes prises de sang personnelles à moi pour remplir. Ça va vous donner une idée de comment ça fonctionne. Tu sais, je vais juste voir une seconde. Pourquoi je ne vois plus ma liste de personnes comme tantôt? Ah oui, c'était ici, c'est ça. Participants. OK, parfait. Tout le monde est ici. Je peux-tu voir l'autre aussi? Chat. Non, tant pis. Parfait. Donc, je suis un homme, j'ai 51 ans, je prends 2 tasses de café par jour. Est-ce que je prends des médicaments pour abaisser mon cholestérol? Non. Au moment de la prise de sang, j'étais à 12 mois sur une alimentation carnivore, grosso modo. Combien d'heures j'étais à jeun avant 14 heures? Dans quelle unité de mesure je veux avoir les résultats où ma prise de sang a été faite. Moi, ici au Canada, c'est toujours, au Québec, en tout cas, c'est fait en millimol par litre. Donc, je sélectionne les millimoles par litre. Mon cholestérol total à ce moment-là était à 5,9. Mes LDL étaient à 4,4. Et mes HDL étaient à 1,1. Mes triglycérides à 0,8. Et voilà. Et donc, je fais Next Step. Et ce que ça me donne au niveau de mon risque, ce qu'on appelle l'index artérogénique de mon plasma, il était à moins 0,138 mg par litre. Ça veut dire que je suis dans le lowest risk third, ça veut dire le tiers le plus bas de risque à ce niveau-là. Et pour avoir le détail, puis je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes ces méthodes d'évaluation-là, vous pourrez aller voir le lien. Ici, il y a un lien après ça pour expliquer cet indice-là précisément. Après ça, il y a le fameux Framingham, on va en parler tantôt, Offspring. Je suis dans, comme vous pouvez le voir ici, là, mon risque est ici, donc je suis vraiment dans le plus bas. Et au niveau de la troisième évaluation ici, je suis dans le médium. Okay? Donc, ici, après ça, il y a vraiment... Il faut prendre en considération, ce n'est pas un conseil médical. Mes triglycérides sont optimales. Mais mon HDL à 1,1, il est considéré comme étant très fort. Et il considère que mon LDL cholestérol est dans un standard de hyper-répondant. Ce qui est normal pour beaucoup de gens quand on commence l'alimentation low carb. Et on me donne un lien vers ça. C'est sûr que moi, dans mon cas à moi, je ne commençais pas à ce moment-là, mais ça reste à moi après ça. Et si jamais vous voulez avoir cette information-là, vous pouvez descendre en bas ici et vous pouvez tout copier ça. Et après ça, envoyer ça à votre médecin pour pouvoir en discuter avec lui par la suite. Et il y a même les liens qui viennent avec, dont votre médecin peut aller lire sur le sujet si telle ou telle évaluation il la maîtrise moins, bien à ce moment-là, il va pouvoir avoir accès à l'information. Donc, ça, c'est le lien sur le cholestérol code que vous pouvez utiliser
Comme vous avez vu, c'est très simple. Vous pouvez rentrer vos informations de vous-même et c'est très graphique. Donc, présentement, moi ici, j'ai deux évaluations qui sont extrêmement favorables pour moi sur 3. Donc, à ce moment, et la troisième, on me dit que j'ai un risque moyen. Donc, à ce moment-là, est-ce que je me casse la tête avec ça? Pas du tout. Mais ça, c'est personnel à moi. Nécessairement, chaque personne, vous devriez regarder ça avec votre équipe soignante. Parfait, on va continuer. OK. Donc, là, maintenant, on va tomber dans le gras du sujet. La 20 est ici. Le tableau des risques. OK? L'important, vous allez le voir, on va en parler dans pas longtemps, c'est sur ce tableau-là, plus mes triglycérides augmentent, plus je m'en vais vers le rouge et plus mes HDL augmentent, plus je m'en vais vers le vert et plus mes HDL diminuent, plus je m'en vais vers le rouge. Donc, ce que Dave a fait, c'est qu'il a divisé ça en 4 catégories. Les 4 catégories, j'ai high HDL, cholestérol, low triglycérides. Donc, quand mon HDL est élevé et que mes triglycérides sont bas, je suis dans la zone verte. Quand mes HDL sont élevés, mais que mes triglycérides sont élevés aussi, je suis en jaune ici. Quand mon HDL est bas, mais que mes triglycérides sont bas, je suis dans une couleur un peu bâtarde ici qui tire sur le jaune vert. Et là, je m'excuse, mais rendu là, je suis rendu pratiquement colorblind. Et après ça, ben, la fameuse 4e catégorie, si mes HDL sont bas et que mes triglycérides sont hauts, je suis dans la section rouge. Bon, première section, HDL. C'est quoi un HDL qui est élevé? Un HDL élevé, c'est au-dessus de 1,29. Et des triglycérides qui sont bas, c'est quoi les triglycérides qui sont bas? C'est en bas de 1,13 mmol par litre. OK? Là, vous allez me dire, oui, mais les LDL, eux autres, qu'est-ce qu'on fait avec les LDL? Ben, les LDL, le problème, est-ce que les LDL, c'est associé avec les maladies cardiaques, les événements, les crises cardiaques, ces choses-là? Absolument. Il y a un lien. Le lien est cependant extrêmement... Et là, en anglais, Dave utilise l'expression loose, loose en anglais, mais puis je ne sais pas trop comment le traduire. Fait que je vais utiliser la traduction loose aussi. Dans le sens que ce qu'on sait, c'est que le lien entre triglycérides et HDL est de très loin, beaucoup plus relié à une corrélation beaucoup plus puissante avec les événements, les crises cardiaques, les maladies cardiaques et ainsi de suite, que le fameux LDL. Et le problème, justement, avec les LDL, c'est que juste prendre les LDL comme ça, ben ça prend pas en considération la composition du LDL. Juste prendre les LDL comme ça, si je dis mon LDL est à 5, et ça ne me dit pas qu'est-ce qui compose ce 5-là. J'ai quoi là-dedans? Est-ce que j'ai 5 de très gros ballons très légers qui ne peuvent pas coller nulle part? Ou est-ce que j'ai 5 millimoles par litre de petites particules extrêmement dangereuses qui collent partout et qui peuvent s'infiltrer partout? Et ça, c'est la raison pour laquelle les LDL, la corrélation entre les LDL et les maladies cardiaques est extrêmement faible. Tandis que les triglycérides et les HDL, et ici, on les prend séparément, puis je vous le dis, puis ça, c'est une parenthèse, il y a un ratio que vous prenez les triglycérides divisés par les HDL. Et ce ratio-là, c'est un outil extrêmement puissant pour prédire vos risques de maladies cardiaques. Okay? Donc, c'est pour ça que ce qu'on va considérer, puis on va le regarder, vous allez le voir. Okay? Et Dave a tellement confiance en ça qu'il a décidé à un moment donné de lancer un
un challenge qui est le Low Carb Cholesterol Challenge parce qu'il se faisait contester énormément sur Internet. Les gens disaient « Oui, mais telle étude, puis telle étude dit, puis telle étude dit. » Et ce que lui a dit, il dit « Écoutez, là, moi, là, je vais vous donner un challenge là, parce que j'en trouve pas. Moi, je cherche une étude qui va démontrer que si j'ai que si j'ai un cholestérol ici, je m'excuse, un lipotransporteur, un HDL élevé, et que mes triglycérides sont bas, OK? Et que mes LDL sont élevés, montrez-moi une étude qui remplit ces 3 critères-là qui va démontrer que je vais avoir un taux élevé de maladies cardiovasculaires. OK? Et là, on parle ici de personnes normales, ça veut dire qu'ils ne prennent pas de statine et ainsi de suite. OK? Il a mis en jeu 1000 $ d'argent US, nécessairement. Il a dit, je mets en jeu 1000 $. Je vais donner 1000 $ à la personne qui va m'emmener une étude qui va juste démontrer, là, on parle d'une augmentation légère des risques de maladies cardiovasculaires si mes HDL sont élevés, si mes triglycérides sont bas et que mon LDL est dans le tapis. Montrez-moi une seule étude. Et il y a énormément de gens qui ont essayé. Et devinez combien Dave a dépensé d'argent, combien il a donné d'argent pour cette étude-là jusqu'à aujourd'hui. On est rendu en 2020. On parle de cette vidéo-là, c'était fait en 2018. Dave a donné 0. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune étude qui a démontré cela. Et même au contraire. Ça ici, c'est une étude, OK, qui a été basée sur les données de l'étude Framingham. L'étude Framingham, là, puis je ne rentrerai pas en détail là-dedans aussi, là, mais présentement, l'étude de Framingham, c'est l'étude sur laquelle l'ensemble des recommandations sur le traitement des bilans lipidiques, présentement, le standard au Québec et je vous dirais aux États-Unis aussi, un peu partout là, à travers le monde, c'est là-dessus que c'est basé. C'est sur cette étude-là que les lignes directrices ont été basées. OK? Et là, présentement, ça, c'est ce qu'on appelle, dans le fond, un extrait. Ils ont, les scientifiques ont pris les données de l'étude de Framingham et ont extrait des données à l'intérieur de ça. Et dans le fond, ici, ce qu'ils ont fait, ils ont voulu savoir est-ce que les HDL bas, est-ce que c'était un risque, un facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires? OK? Ils ont pris 3925 participants. Ils ont exclu 188 personnes parce qu'ils ont perdu ils n'ont pas été capables d'avoir un follow-up, d'avoir un suivi avec eux autres. Et ils ont enlevé 147 personnes qui prenaient des médicaments pour réduire le bilan lipidique, les fameux LDL. Okay? Donc, au total, ils se sont ramassés avec 3580 personnes. Et ici, on parle des personnes à gauche que le HDL est bas. Le N, c'est le nombre de personnes. Et après ça, on parle de OR, c'est le facteur de risque. Un facteur de risque, plus il est faible et mieux c'est, plus il est élevé et moins bon c'est. Et ici, après ça, les 3 colonnes qui sont ici, c'est les gens qui ont un HDL, excusez-moi, c'est ça, élevé. OK? Donc, si on compare
quand mes triglycérides sont bas et mes LDL sont bas, ben on sait bien, les LDL sont bas, donc à ce moment-là, mon facteur de risque est bas. OK? Mais, oups, OK, c'est ça, excuse. Ah, j'ai pas pris la slide ici. Mais si on descend la ligne, j'ai oublié de prendre une slide ici. Normalement, selon la fameuse théorie que mes LDL élevés vont me tuer, ben ici, si on prend cette ligne-là, tout le monde voit ma souris, là, si on prend cette ligne-là, quand mes LDL sont au-dessus de 130, si mes triglycérides sont bas, mon facteur de risque est à 0,7. 0,7. L'augmentation, on parle de 0,6, 0,7, c'est rien. C'est presque identique. Donc, le fait que mes LDL soient élevés ou pas, change rien. Ce qui est important, c'est quand mes HDL sont bas. Une deuxième étude, ça c'est l'étude préférée de Dave, et on parle de 2906 hommes âgés de 53 à 74 ans qui n'avaient pas d'événement de maladie cardiaque à la base. OK? Et là, je sais qu'il y a beaucoup de chiffres. Là. Je vais essayer de vous le faire, de vous l'expliquer le mieux possible. Là. Ici, à gauche, la courbe, la ligne Y ici, dans le fond, c'est le pourcentage d'événements de maladies cardiovasculaires. Donc, à 20 ici, j'étais à 20 de maladies, d'événements, je m'excuse. Un événement, en fond, c'est crise cardiaque et ainsi de suite, blocage des artères, ces choses-là. Après ça, 15 10 et ainsi de suite. Et qu'est-ce que je fais? C'est que j'ai divisé les gens, les personnes, les hommes, ils ont été divisés en deux groupes. Okay? Donc, ici, les trois colonnes que j'ai ici, c'est le groupe des hommes qui avaient des LDL en bas de 4,4 et ici à droite, c'est le groupe des hommes qui avaient un LDL au-dessus de 4,4. Donc, ici, on parle d'un groupe d'hommes qui avaient des LDL élevés et à gauche, des hommes qui avaient des LDL qui étaient bas. Après ça, c'est quoi mes trois colonnes? Les trois colonnes, bien, la plus basse ici, c'est les hommes à l'intérieur de ça qui avaient à l'intérieur des hommes qui avaient un LDL bas, bien, il y avait un LDL, un HDL, je m'excuse, au-dessus de 1,4, donc un HDL élevé et des triglycérides en bas de 1,1. Donc, le petit gris foncé, c'était les hommes qui avaient des HDL élevés, des triglycérides bas. Après ça, ici, bien, on va prendre l'autre ici. La colonne haute, c'est les HDL bas et des triglycérides élevés, la fameuse colonne, le groupe rouge. Puis après ça, c'est ici, c'est les hommes qui étaient comme entre les deux. Donc, chez les hommes qui avaient un HDL au-dessus de 1,4, donc un HDL élevé, et les hommes qui avaient un triglycéride bas, les événements, on parle de moins de 5 %. Après ça, si je compare ça avec les hommes qui avaient des LDL élevés, ici, au-dessus de 4,4, l'augmentation n'est pas significative. Là. On parle d'à peu près 5 %. Donc, là et là, même chose. Ici, quand je suis un groupe intermédiaire, ça veut dire que soit mes HDL ou mes HDL sont trop bas ou mes triglycérides sont un peu trop hauts, bien, et que j'augmente mes LDL, à ce moment-là, mon risque augmente un peu plus. Et quand j'ai mes HDL qui sont très faibles, mes triglycérides sont très basses, bien, que mes LDL soient élevés ou bas, ça ne change rien. Mon risque est pratiquement le même. Si on regarde, on parle de 0,08 % de différence. Et donc, est-ce que c'est les LDL qui est la variable qui change mon facteur de risque?
Absolument pas. Selon cette étude, ce qui change mon facteur de risque, c'est mes triglycérides et mes HDL. Que mon LDL soit élevé ou que mon LDL soit bas, ça ne change rien. C'est presque la même chose. Et non seulement ça, si on change en bas et qu'on regarde, on oublie les LDL et qu'on regarde un autre facteur de risque, comme par exemple le fait de fumer ou de ne pas fumer. À gauche, les personnes qui ne fumaient pas et à droite, les personnes qui fument. Oui, j'ai une augmentation quand je fume de maladies cardiovasculaires, d'événements cardiovasculaires. Mais encore une fois, quel est le facteur prépondérant, le facteur le plus important? C'est encore une fois mes HDL. Si je fume, mais que je maintiens mes triglycérides bas et que je maintiens mes HDL élevés, mon facteur de risque diminue de façon énorme. Et là, je vous dis pas de commencer à fumer demain matin, là, puis qu'il n'y a pas de danger à fumer. Là. Il y a énormément d'autres choses que de fumer, que le fait de fumer peut avoir des impacts. Là. Mais juste de ce côté-ci, si on prend un autre facteur de risque, l'activité physique, est-ce que l'activité physique devient un facteur important? Ici à gauche, activité physique élevée. Je réduis mes risques. Et à droite, activité physique faible. J'augmente mes risques. Cependant, quel est le facteur prépondérant le plus important? Encore une fois, même si j'ai une activité physique faible, si je réduis mes triglycérides et que j'augmente mes HDL, j'ai moins de risques de maladies, d'événements cardiovasculaires. Hypertension, identique. Oui, une hypertension élevée. Et si mes HDL sont faibles, mes triglycérides sont élevés, mon facteur de risque explose au plafond. Là. C'est sûr et certain. Cependant, qu'est-ce que je peux faire pour réduire mon facteur de risque? Est-ce qu'on parle de baisser les LDL? Non. Ce qu'on parle, c'est ici de baisser mes triglycérides et d'augmenter mon HDL. Et c'est drôle, mais manger faible en glucides, élevé en gras, chez 99,9% de la population, c'est exactement ce que cette alimentation-là va faire. Maintenant, si mes HDL sont au-dessus de 1,29, mais que mes triglycérides aussi sont un peu élevés, il faut prendre en considération un fait, c'est que les triglycérides sont une lecture qui sont extrêmement volatiles, dans le sens qu'ils vont varier très, très, très facilement et on parle de variation de 20 à 30 %. Donc, si vos triglycérides ont monté de 5 %, oubliez ça, ce n'est pas significatif. OK? Qu'est-ce qui peut affecter vos triglycérides? Exemple, si vous mangez de façon inhabituelle, quelques jours avant votre prise de sang, ça peut avoir un impact énorme sur vos triglycérides. D'avoir consommé de l'alcool, entre autres, va avoir un impact majeur sur vos triglycérides. Ça va monter vos triglycérides avant. Et pas besoin d'avoir pris de l'alcool 24 heures avant. Vous pouvez avoir pris de l'alcool 3 jours avant et ça peut monter vos triglycérides. OK? Attention à ça. Si vous avez consommé du fructose, normalement, des fraises, j'en mange pas, mais 2 jours avant, il y avait des bonnes petites fraises en spécial au IGA, je m'en suis acheté, je les ai mangées. Ça peut monter vos triglycérides. Donc, très important, 5 jours avant votre prise de sang, mangez de façon standard comme vous mangez la plupart du temps. OK? Les top raisons, les raisons principales, il faut s'assurer, puis ça on parle, ça c'est les recommandations pour les médecins, s'assurer que la personne avait jeûné de 12 à 14 heures avant la prise de sang, pas d'aliments avant, pas de café, juste de l'eau. OK?
Et on arrive justement au fameux café. OK. OK. Et là, je vous le dis tout de suite, je le sais, OK, pour des gens, le café, c'est une question de vie ou de mort. Cependant, il y a des gens qui sont des hyper répondants à la caféine. OK? Il y a des gens qui, lorsqu'ils consomment de la caféine, qui sont hyper sensibles à ça et qui vont voir leurs triglycérides exploser juste à cause du café. Est-ce que c'est chez tous les gens? Non. C'est une fraction, une petite fraction des gens. Mais malheureusement, ce qui a été corrélé, c'est que chez les gens qui sont vraiment addicts au café, qui ne peuvent pas se passer de café, qui vont avoir mal à la tête quand ils ne prennent pas de café, c'est généralement ces gens-là qui vont être des hypersensibles à la caféine et qui vont avoir une explosion de leurs triglycérides s'ils prennent un café avant la prise de sang. Donc, c'est la raison pour laquelle on vous dit, avant votre prise de sang, il faut vous sacrifier et attendez avant de prendre votre café. Maintenant, les HDL. HDL en bas de 1,29, mais les triglycérides en bas de 1,13. Les raisons principales de ça, ça peut être une raison génétique. OK? HDL should be lower in général. OK. Il y a un protocole, vous irez voir sur le site, il y a le Dave Feldman protocole pour voir si, dans le fond, on vous demande de manger certains gras pour voir si votre HDL monte ou ne monte pas, et ainsi de suite. C'est des techniques. Parce qu'il y a des gens chez qui les HDL ne monteront jamais à 2,5 comme on voit. J'ai vu des gens avec des HDL de 2,5. Moi, j'en suis un. J'aurais beau, puis je vous le dis tout de suite, le monde qui me connaisse un peu le savent, il n'y a personne qui mange autant de gras saturés que moi. Généralement, les gras saturés vont augmenter les HDL. Et malgré ça, comme vous avez vu tantôt, quand j'ai rentré mes données, mes HDL sont jamais... Quand je monte à 1,4, 1,5, je sors le vin puis je fête parce que c'est le maximum que je peux monter. Et chez moi, c'est probablement génétique. Est-ce que c'est un problème? Dans mon cas, non. Je considère que ce n'est pas un problème. Le restant de mes données sont satisfaisantes à mon goût, à moi. Mais si vous avez vraiment votre HDL est bas, vous devez regarder ça avec votre médecin parce que, et là, je vous dis, ne paniquez pas avec ça, mais oui, effectivement, il peut y avoir d'autres problèmes de santé qui entraînent un HDL bas, donc dont certains cancers et ainsi de suite. C'est des cas très, très rares, et on parle de baisse extrêmement significative des HDL. Donc, si vous aviez des HDL à 2 et que vous ne changez absolument rien dans votre hygiène de vie, dans votre alimentation et ainsi de suite, puis que vous vous ramassez avec un HDL à 0,5, de toute façon, votre médecin ça va lui sonner des cloches automatiquement. Maintenant, la fameuse case rouge. Quand je suis dans la case rouge, ça veut dire que mon HDL est bas, en bas de 1,29 et mes triglycérides sont élevés à 1,13. OK? Les top raisons, on parle ici de carb leak. C'est quoi ça, une fameuse carb leak? Dans le fond, c'est une réaugmentation de ma consommation de glucides. OK? Et donc, à ce moment-là, si on se ramasse dans cette catégorie-là, on doit absolument investiguer ce qu'on mange. C'est principalement de là que ça vient. Une des raisons pour laquelle on va se ramasser avec des glucides plus élevés que ce qu'on avait d'habitude, on a essayé une nouvelle sauce, des épices, des breuvages, de l'alcool ou des produits qui sont identifiés zéro carbs ou zéro glucides, qui ne sont pas réellement, comme exemple, on vous l'a dit, ici on parle de heavy cream, whipping cream, ça veut dire toutes les crèmes 35% à zéro carb.
à zéro glucide. Des crèmes 35% à zéro glucide, ça n'existe pas. C'est pas plus compliqué que ça. C'est 0,47 grammes par 15 millilitres. Donc, à ce moment-là, si tu consommes une tasse de crème fouettée, ben ça explose. Il y a bien du monde qui se disent, ben oui, 0,49, c'est quoi? Non, mais 0,49 d'une cuillère à soupe, c'est pas grand-chose. Mais si tu prends une tasse de cette cuillère à soupe-là, à ce moment-là, tes glucides explosent. Donc, oui, c'est important. Il faut faire extrêmement attention à ça. L'autre chose, c'est ça. Et il y a d'autres choses aussi. Il y a des gens chez qui ont besoin d'être plus stricts que d'autres. Il y a des gens qui, comme exemple, le père à Dave, dans la vidéo, il explique que son père, il est obligé d'être en bas de 15 grammes de glucides par jour parce qu'en haut de 15, c'est LDL, c'est LDL. Ses triglycérides montent, ses HDL descendent et ainsi de suite. Donc, il y a des gens qui ont besoin d'être plus stricts que d'autres, il y a des gens qui peuvent se permettre d'être moins stricts. OK? Ça, c'est un autre graphique des données, et ça, c'est des données qui ont été compilées sur le site du Cholesterol Code. Et ce qu'on voit à droite, OK, c'est les triglycérides et les HDL. Et les gens qui ont des HDL élevés, et là, la barre est mise à 1,29 ici, et vous allez le voir parce que je l'ai dessiné. Comme vous pouvez voir, la tendance au niveau des HDL, la quantité d'HDL va descendre quand les triglycérides augmentent. Ça veut dire que quand mes triglycérides sont à 4, il n'y a personne qui a des HDL élevés. C'est impossible. Quand mes triglycérides sont à 3, le maximum que je vais avoir comme HDL, c'est 1,5. Et ainsi de suite. Plus mes triglycérides descendent, plus j'ai la possibilité d'avoir des HDL élevés. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, il y a des gens qui aimeraient quand même, pour X, Y, Z raison, réduire leur LDL. Comment on peut faire ça? La première chose qu'on peut faire, c'est, puis là, je vais être très prudent de la façon que je vous explique ça, c'est de remplacer carbs in et fat out, la première ligne, c'est de remplacer, exemple, 1 gramme, puis, en tout cas, 1 gramme si on veut, là, 1 gramme de gras par 1 gramme de carbs. Ça veut dire augmenter mes carbs un petit peu et réduire mon gras un petit peu. Et attention, on ne dit pas d'ajouter des glucides sans baisser le gras. On dit faire un switch entre les deux. Pourquoi? Parce qu'il y a une hypothèse qui dit que quand les réserves de glycogène hépatique à l'intérieur du foie sont pleines, à ce moment-là, le foie va produire moins de VLDL, mettre moins de gras en circulation. Mais c'est en anglais, on dit un sweet spot, là, c'est vraiment, il faut vraiment être extrêmement sur la coche pour que ça fonctionne, ça. Et il faut être très, très, très prudent avec ça. Et, comme je dis, je répète, on ne parle pas d'augmenter les glucides sans toucher au gras. Il faut remplacer un par l'autre. OK? Réduire les LDL. Remplacer les gras saturés par des gras mono-insaturés. OK? Les gras mono-insaturés, on parle d'huile d'olive, d'huile d'avocat. OK? Entre autres. Et on coupe les gras saturés à ce moment-là, parce que les gras saturés, oui, vont monter les fameux LDL, effectivement. Et donc, en passant des mono-insaturés, vous risquez de réduire vos LDL un peu. On a parlé la semaine passée des fameux polyinsaturés un peu. J'en ai parlé énormément. Est-ce que les polyinsaturés vont réduire vos LDL? Oui, aussi. Cependant, je ne vous recommande pas. Dave ne recommande pas ça non plus parce que à cause de tous les autres problèmes que les polyinsaturés peuvent occasionner.
Donc, à ce moment-là, on en a parlé, puis on va en reparler dans le futur aussi. Mais allez pas vers les polyinsaturés, les huiles végétales, allez vers l'huile d'olive et l'huile d'avocat. Et encore une fois, on parle de remplacer un pour l'autre. Et oui, vous pouvez aussi augmenter les fibres alimentaires insolubles dans votre alimentation. Les fibres alimentaires insolubles ont tendance à réduire les LDL. OK? À quel point puis ça, je vais passer un petit peu plus vite là, pour pouvoir répondre à vos questions. À quel point l'alimentation est importante? C'est un test que Dave utilise depuis un bout. Puis je ne sais même pas s'il est disponible au Canada, je n'ai même pas vérifié, qui est dans le fond la paroi de la carotide. On mesure la paroi de la carotide et c'est une façon de prédire. Il y a deux carotides, la carotide de gauche, la carotide de droite. OK? Et dans le fond, on mesure. Bon, ça, c'est en train de le test, la façon que c'est fait par une échographie. Et ici, on voit en haut à droite, on mesure l'épaisseur de la carotide. Et ça nous dit, dans le fond, s'il y a une accumulation à l'intérieur de la paroi de la carotide et à ce moment-là, si mon facteur de risque augmente ou pas. OK? Et ça, c'est les fameux tests de juillet 2016 à novembre 2017 en nanomètres, l'épaisseur en nanomètres de 560. Et on voit que depuis 2016, l'épaisseur de sa carotide de gauche diminue et de sa carotide de droite encore plus. Et les deux viennent, si on regarde un peu, là, on tombe à peu près à 540, 530. Donc, les deux arrivent à peu près à un moment donné à la même épaisseur. Et voilà. Et bon, c'est ça, gauche et droite, 536, 537. Donc, on arrive à peu près à la même épaisseur, puis on voit une belle amélioration depuis qu'il a été. Et là, ce qu'il a décidé de faire, c'est qu'il a fait un test où ce qu'il a dit, je veux augmenter mon poids. Fait que je vais manger volontairement, augmenter mes glucides, diminuer mon gras et augmenter mon poids en quelques mois pour voir l'impact que ça peut avoir. Et on voit ici de novembre 2017 à mai 2018, il a pris 20 livres, 19 livres ici. Et après ça, il a passé il a pris une mesure de sa carotide et vous pouvez voir l'augmentation de l'épaisseur de sa carotide de gauche et de droite. Ça a été foudroyant. Et donc, à ce moment-là, ce qu'on peut voir immédiatement, c'est que son facteur de risque s'est remis à augmenter. Et ça ici, c'est following. Ça, c'est 4 semaines de l'alimentation standard américaine. SAD, c'est Standard American Diet. Donc, après 4 semaines, 4 semaines à manger l'alimentation standard nord-américaine, ces carotides l'épaisseur de ces deux carotides ont explosé comme ça. Et non seulement ça, c'est OK. Following 410, c'est ça. LDLC. J'ai oublié de prendre des notes là-dessus, je m'excuse. Je vais juste continuer. Après ça, dans le fond, juste pour compléter sur ce point-là, c'est qu'après ça, il est revenu à une alimentation céto et toutes ces données sont revenues à la normale. C'est LDL sont venus normales, ces HDL sont redevenus normales, ces triglycérides sont redevenus normales et ces carotides se sont replacés. Après ça, il y a une autre hypothèse aussi qui dit que quand je fais du resistance training, ça veut dire un entraînement, pas cardio, mais un entraînement en puissance,
dans le fond, ce que je fais, c'est que je vais forcer et ça va créer des dommages à mes muscles. Et à ce moment-là, ces déchirures-là doivent être réparées. Et tantôt, je vous expliquais que les fameux LDL, un coup que le bateau a déposé sa cargaison, normalement, le foie va le récupérer, il va le gober et il va le réutiliser. Mais toutes les cellules du corps possèdent ces capteurs-là. Et donc, la théorie, l'hypothèse en arrière de ça, c'est que les muscles, quand je les endommage comme ça, ils vont aller chercher le LDL qui est rendu vide, ils vont le capturer et ils vont utiliser ce qui contient à l'intérieur pour se réparer. Donc, à ce moment-là, faire de l'entraînement en musculation va m'aider à réduire mon fameux LDL. On voit ici à gauche le fameux phospholipide. Le phospholipide dans une cellule standard, ce phospholipide-là, ben ça ici, on voit un LDL. Un LDL, c'est composé de phospholipides. On les voit ici. OK? Et le cholestérol aussi à l'intérieur, parce que même quand il a donné ses triglycérides, ben, il reste du cholestérol en dedans. Donc, la paroi des cellules, si on voit une photo d'une paroi d'une cellule, la paroi de cellule a besoin de phospholipides et a besoin de, excusez-moi, de cholestérol aussi. Donc, quand je les endommage, ben, Dave, dans le fond, la façon qu'il explique ça, c'est un peu comme un home depot, OK? Ça veut dire, ou un Rona, où ce que j'ai brisé quelque chose chez moi et donc, je vois passer le Rona avec les composantes que j'ai besoin pour faire les réparations chez moi. Et à ce moment-là, ben, je vais le prendre, c'est gratuit, je vais l'absorber, je vais le rentrer à l'intérieur de moi, je vais tout le décortiquer, puis je vais récupérer les composantes pour me réparer. Et donc, c'est ça. Et lui, ce qu'il a fait, il a fait une expérience ici. Et durant 20 journées, et là, les photos qu'on voit à droite, là, c'est pas la même photo tout le temps. Vous allez voir que les photos sont un peu différentes. C'est que manger pendant 20 jours, très exactement la même chose, les mêmes quantités, exactement, pour essayer d'éliminer toutes les variables possibles. Et il a fait exactement la même activité puis tout. Et là, après ça, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une séance de musculation avec du HIIT. Et après ça, une autre ici, c'est dans le plate. Je ne me souviens plus c'est quoi, c'est une activité physique, là. Oui, c'est vrai, c'est vibrating plate. C'était quoi le vibrating plate? Je ne me souviens plus. Avec du HIIT, Intensity Interval Training. Et la deuxième intervention, c'est des poids et haltères, OK, ici. Et ce qu'on peut voir, en bleu, c'est le cholestérol, c'est le fameux cholestérol total. Après ça, en orange, ici, c'est les HDL sont restés stables. En gris, c'est les triglycérides. Les triglycérides ont baissé un peu après la première intervention. Et les LDL, le plus important, les LDL ici, on voit que les LDL ont baissé. Après ça, ils sont restés stables ici et ils ont remonté un peu. Deuxième intervention, les LDL ont baissé encore ici. OK? Donc, on voit que à chaque fois qu'il a fait de l'entraînement physique, ces LDL ont baissé. Donc, effectivement, et c'est logique, les LDL sont des composantes que le corps va utiliser pour se réparer. Et on le voit ici. Et ce qu'on voit aussi, là, ça n'a pas vraiment rapport, mais c'est glycémie et sa cétonémie. À la première intervention, sa cétonémie a augmenté. Donc, chez les gens qui se demandent « Ah, qu'est-ce que je peux faire pour augmenter ma cétonémie? » Bien, vous voyez, l'entraînement physique, ça aide à monter la cétonémie ici. Et voilà. C'était la dernière slide. Donc, grosso modo, ça résume le vidéo de Dave
comme ça. Je vais vous emmener ça ici. Et déjà, bon, j'ai fait 1h30, c'est un peu mieux que la semaine passée. Ce que je vais faire, c'est que... Parfait. On va commencer immédiatement les questions. Donc, vous avez la section questions que vous pouvez aller voir. Et en théorie, vous devriez voir les questions de tout le monde et vous pouvez voter pour les questions que vous voudriez que je réponde en premier. Donc, je vais commencer avec la première que j'ai présentement en attendant les autres qui rentrent. Ah, et je veux juste vous préciser, je ne peux pas interpréter vos données directement. Donc, la seule chose que je vais vous demander, c'est de ne pas me dire, moi, moi, mes LDL sont à temps ou moi, mes HDL sont à temps. On vous l'a expliqué souvent sur le groupe. Ça, c'est ce qu'on appelle un acte médical et je n'ai pas le droit de faire ça. Sauf que tantôt, je vais vous donner le lien vers l'outil sur le site de Dave et vous pouvez... OK, pas de problème, José. Ça a été fait. Est-ce qu'il y a des questions chez les gens? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Okay. Au niveau du LDL, le café, c'est surtout sur les triglycérides que Dave dit que ça a un impact. Et donc, à ce moment-là, si vous voulez garder vos triglycérides bas, le café, c'est juste, vous n'avez pas besoin de couper le café 5 jours avant. Donc, le café, c'est vraiment, il faut être à jeun à 100% la journée de la prise de sang. Donc, c'est avant la prise de sang, il ne faut pas avoir pris de café pour pas que ça l'impacte sur vos triglycérides, pas sur les LDL. Il n'y a pas de problème avec les LDL. Si vous voulez diminuer vos LDL avant le labo, je vous dirais la première chose, c'est peut-être 5 jours avant de réduire un peu vos gras saturés. Ça veut dire un peu moins de bacon, un peu moins de beurre, un peu moins d'huile de coco et de remplacer ces gras-là. C'est important de ne pas réduire votre apport de gras total, mais donc, à ce moment-là, de remplacer ces gras-là par de l'huile d'olive, par de l'huile d'avocat, comme j'expliquais tantôt. Je vais changer mon écran pour regarder ma caméra comme ça. J'ai plus l'impression de vous regarder à ce moment-là. Et c'est ça, exactement. Vous pouvez vous entraîner un petit peu aussi. Ça peut réduire, comme j'expliquais là, à la fin, ça peut réduire vos LDL aussi, d'avoir une bonne petite séance d'entraînement une journée ou deux avant. Parfait pour celle-là. Cholestérol génétique, que veut-on dire par cholestérol génétique? Est-ce qu'on est plus à risque? Bien, au niveau du cholestérol génétique, dans le fond, c'est un peu ce qu'on appelle les fameux hyper-répondants. C'est ces gens-là qui... c'est ce qu'on a parlé dans le fond, là, présentement. C'est ces gens-là. Et souvent, ce qu'on va voir, c'est des gens qui ont des LDL, un peu comme moi. Je fais partie de cette famille-là, si on veut. Mon LDL est constamment plus élevé que ce que je voudrais qu'il soit. Mais est-ce que c'est problématique? Comme j'expliquais tantôt, selon Dave, nécessairement, ce que Dave expliquait tantôt, c'est que le LDL, ce n'est pas le facteur le plus important à regarder. Ce qui serait encore bien plus important de regarder, c'est ce qu'on appelle vos triglycérides et votre HDL, et surtout le ratio triglycérides-HDL. Donc, si vos triglycérides sont très bas et que votre HDL est très élevé, à ce moment-là, le LDL, on s'en fout un peu. C'est ce que Dave explique et au point de vue des études, c'est ce qu'on a démontré tantôt dans les tableaux. Ça veut dire que c'était pas, on avait les 3 colonnes avec les LDL bas et les LDL élevés. Et là où les risques d'accident cardiaque augmentaient, c'était pas si mes LDL variaient. C'était vraiment si mes HDL et mes triglycérides
si mes triglycérides étaient élevés et mes HDL bas, les deux mis ensemble, c'est là que mes risques augmentent énormément. Et si mes triglycérides sont bas et mes HDL sont bas, mes HDL sont élevés, je m'excuse, ça vient mélanger. Si ça c'est respecté, que mes LDL soient haut ou bas, on parle de 0,08 % de différence entre les deux. Donc, les LDL à ce moment-là, selon son explication, ne sont pas significatifs. Si je suis à jeun plus de 14 heures, genre 18 heures, est-ce un problème? À partir de beaucoup plus que 14 heures, à ce moment-là, vos LDL vont monter un peu. C'est normal parce que plus vous êtes dans un statut de jeûne et plus vous allez être sur le mécanisme où ce que vous allez utiliser des lipides comme source d'énergie. Et à ce moment-là, vos LDL vont augmenter un peu, parce que comme j'expliquais tantôt, bien, les VLDL vont augmenter parce que votre cholestérol alimentaire qui est à l'intérieur de chylomicron va diminuer tranquillement. Et donc, à ce moment-là, les VLDL vont augmenter. Les VLDL en augmentant, mais ça augmente automatiquement les LDL un peu. Donc, à ce moment-là, ça va rentrer en ligne de compte. Donc, dans un monde idéal, je m'excuse, je vais prendre une gorgée d'eau. Donc, dans un monde idéal, faut essayer vraiment de se timer pour être grosso modo 13-14 heures à jeun. C'est vraiment, si vous voulez avoir la lecture optimale. Mais si vous savez que vous êtes à jeun 18 heures, bien à ce moment-là, et que vos LDL sont un peu plus élevés, bien vous allez savoir pourquoi. Ça fait qu'à ce moment-là, vous allez pouvoir l'interpréter de la bonne façon. Vous n'avez pas besoin de paniquer à cause de ça. Comme j'ai dit, moi, la dernière fois, ma dernière prise de sang, quand j'ai vu mes LDL, j'ai allumé que oui, c'est vrai, j'étais pas à jeun 14 heures, j'étais à jeun vrai juste 8-10 heures, grosso modo. Et donc, la raison pour laquelle mes LDL étaient là, c'est pour ça. Juste pour préciser, Élise Beaucamp, est-ce que, juste une seconde, levez la main ceux qui voient les questions des autres. C'est peut-être moi qui a oublié de mettre le paramètre comme du monde. Ah, tout le monde voit la question des autres. OK, parfait. Donc, ça veut dire que, Élise, probablement, c'est parce que tu n'as pas ouvert la section questions et réponses. C'est Q et A en bas. Si tu as cliqué sur chat, tu ne verras pas les questions des autres. Il faut vraiment que tu cliques sur Q et A. Donc, ça, c'est pour la question de José. C'est fait. Comment baisser les triglycérides? Attends une seconde. Je suis à jeun de plus de 14 heures. Fait que ça, c'est répondu. Ça, c'est beau. Comment baisser les triglycérides? Bien, la première chose pour baisser les triglycérides, c'est d'être sur une alimentation faible en glucides et élevée en gras. Et à ce moment-là, je vais utiliser les triglycérides comme source d'énergie. Et donc, le problème qu'il y a avec les triglycérides, c'est quand je consomme beaucoup de glucides, quand je consomme beaucoup de glucose, admettons, et du fructose, ça se ramasse dans mon foie. Les réserves de glycogène dans mon foie vont se remplir très rapidement. Donc, à ce moment-là, tout le glucose supplémentaire qui va être ingurgité, mon foie va être obligé de le prendre. Mon foie va être obligé de le prendre et de le transformer en gras, en triglycérides, et de le mettre en circulation pour aller le stocker. Donc, c'est à ce moment-là que mon foie va produire des VLDL, il va prendre ces triglycérides-là, va mettre ça en circulation. Pendant ce temps-là, il va y avoir une partie du glucose qui va être en circulation dans mon sang parce que j'ai consommé du glucose. Et l'autre chose, c'est que si je consomme du fructose encore plus, parce que le foie va métaboliser le fructose en premier puisqu'il ne peut pas l'envoyer en circulation. Donc, ma glycémie va monter. Ce qui va arriver, c'est que mes muscles vont brûler du glucose, va passer en mode glycogène, en mode glucose, en glycolyse, va métaboliser du glucose. Et à ce moment-là, les muscles ne vont pas brûler du gras, ne vont pas brûler du triglycérides. Donc là, j'ai mon foie qui a mis des VLDL en circulation, rempli de triglycérides. Et là, les triglycérides vont se promener à l'intérieur de mon corps et ils n'ont pas de place.
Les bateaux n'ont pas de port à aller s'accoster pour aller distribuer le triglycéride parce que le corps n'en a pas besoin, parce que le corps ne brûle pas, du gras, il brûle du glucose parce qu'il y a bien trop de glucose dans la circulation. Et c'est là, à ce moment-là, que mes triglycérides vont monter, 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 monter et que le bordel va pogner. À ce moment, si je suis en mode low carb, high fat, en mode faible en glucides et élevé en gras, bien à ce moment-là, je ne consomme pas de glucose, je ne consomme pas de fructose ou des quantités extrêmement faibles. Ça veut dire que quand je mange, mon foie va peut-être réussir à la fin à remplir ses réserves de glycogène, mais à peine. En partant, je parle de glucose exogène, le glucose qui vient de mon alimentation. Et donc, à ce moment-là, il va quand même remplir ses réserves en fabriquant son propre glucose. Et à ce moment-là, mon corps, bien, il ne marchera pas en mode glycolyse parce que, à part les organes qui sont absolument dépendants, là, mais à tout le restant, mon corps va brûler des triglycérides. Et tous les triglycérides qui vont être mis en circulation par mon système, bien, mon corps va les utiliser au fur et à mesure. Donc, à ce moment-là, la quantité de triglycérides qui vont rester en circulation dans le sang va être extrêmement faible et mes triglycérides vont diminuer automatiquement de cette façon-là. C'est la raison pour laquelle tous les gens qui mangent LCHF, qui mangent faible en glucides et élevé en gras, voient leurs triglycérides chuter en bas de 1. On voit très souvent 0,7, 0,6, 0,5, j'ai même vu du 0,4 des fois. Et pourquoi? Parce que ces gens-là vont consommer les triglycérides au fur et à mesure qu'ils vont les produire. Donne la redéfinition de hyper-répondant. Je vais vous donner les chiffres, ce ne sera pas long. OK. Un hyper-répondant. OK. Ce qu'on appelle un hyper-répondant, c'est quelqu'un qui va avoir un LDL au-dessus de 3,8 après avoir passé en alimentation LCHF. Et là, comme je vous l'ai dit, tout dépend de votre contexte. Si vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de poids à perdre, que vous êtes en perte de poids, et ainsi de suite, c'est toutes des choses qui peuvent affecter votre LDL. Donc, vous faites un hyper-répondant standard et à ce moment-là, et ça peut être une condition qui peut être temporaire. Généralement, par expérience, avec la clinique Reversa, on voit des bilans lipidiques qui font un peu n'importe quoi durant la première année. Généralement, ça prend 1 an avant que le bilan lipidique se stabilise. Même que souvent, on va dire aux gens, arrêtez de mesurer ça la première année, c'est complètement inutile. Concentrez-vous sur rétablir votre santé métabolique. Donc, ça, c'est le hyper-répondant standard qu'on disait. Après ça, il y a l'autre phénotype qu'on appelle le Lean Mass Hyper-Responder, qui est le hyper-répondant avec une masse maigre basse. Et ça, pour ça, on parle d'un LDL au-dessus de 5,17 mmol par litre. On parle d'un HDL au-dessus de 2,07 et des triglycérides en bas de 0,79. Ça, c'est les 3 critères au niveau des chiffres. Et comme j'expliquais tantôt, le C total, le fameux cholestérol total, c'est une addition de tous les lipotransporteurs. Donc, si vous avez un LDL à 5,17, admettons, ou mettons à 6, un LDL à 6, et que vous avez un HDL à 2 et triglycérides bas, mais bon, ça vous donne déjà autour de 7 de C total. Et à 7 de C total, vous allez avoir un petit H dans votre prise de sang. Et
un petit âge dans votre prise de sang et donc vous allez être flagué comme étant quelqu'un qui a un cholestérol total élevé. Mais, comme j'expliquais tantôt, le cholestérol total, c'est quelque chose qu'on n'utilise plus là, pour pouvoir faire des prédictions parce que ça ne dit absolument rien. Là. Ça ne dit absolument rien sur la composition de ça. Et pour être un lead map hyper-responder, vous avez généralement des gens qui ont une masse corporelle chez les hommes en bas de 20 une masse corporelle chez les femmes en bas de 23 de masse de gras corporel. C'est généralement des athlètes ou des personnes qui sont modérément à très en forme physiquement et qui consomment généralement très faible en glucides. Et aussi, c'est généralement des gens qui vont de la misère à avoir des cétonémies élevées. Pour la définition de tout ça, la prise de certains médicaments peut modifier les résultats sur le cholestérol selon les médecins. Ils conseillent d'être médicamentés. C'est difficile de s'y retrouver. Annick, oui, c'est vrai que certains médicaments peuvent venir affecter ça. Je vous dirais, comme par exemple, si je prends de la cortisone, bien, la cortisone, c'est un hyperglycémien. Si ma glycémie monte énormément, il y a des chances que mes LDL augmentent si j'atteins un certain niveau et ainsi de suite. Je peux pas, premièrement, j'ai pas la liste en tête. Il faudrait que je fasse des recherches là-dessus. Et je vais essayer de trouver une vidéo pour le futur pour pouvoir parler de l'impact des médicaments éventuellement là-dessus. Je vais prendre une dernière question que je vais répondre rapidement. Qu'en est-il des ApoA et ApoB? ApoA et ApoB, c'est une protéine qu'on retrouve à la surface des lipotransporteurs. Donc, exemple, les fameux chylomicrons, les LDL, les VLDL, à la surface du lipotransporteur, il y a des protéines. Les HDL, il va y avoir une protéine qui est ce qu'on appelle une apoprotéine A. Et l'autre, sur les LDL, les VLDL, il va y avoir des apoprotéines B. Et c'est quelque chose qu'on mesure aussi, qu'on peut mesurer. De plus en plus, l'ApoB a été mesurée dans les prises de sang. L'ApoA ne l'est pas, il faut le demander. L'ApoA, comme j'expliquais tantôt, les HDL, c'est un des facteurs et une des valeurs les plus importantes pour interpréter un bilan lipidique. C'est ce que Dave expliquait tantôt, que c'est ça et les triglycérides. Donc, il y a des études qui ont démontré que l'ApoA, la valeur de l'ApoA, c'était une des valeurs les plus importantes aussi pour déterminer un risque cardiovasculaire. Pourquoi? Parce que l'ApoA se retrouve à la surface des HDL. Ce qui fait que vous pouvez demander à votre médecin s'il peut mettre sur votre prise de sang la mesure du ApoA. Cependant, si vous avez votre mesure d'HDL, vous avez déjà une très, très, très bonne idée de ça à ce moment-là. Et à quoi servent les fameuses APO? Ben, c'est un peu comme entre guillemets, puis je vais essayer de le vulgariser le plus simple possible, c'est un peu comme sur une valise, la poignée, et l'apoprotéine, c'est la poignée. Donc, quand votre LDL se déplace et qu'une cellule a besoin de la capturer pour pouvoir utiliser ce qu'il y a à l'intérieur, exemple les triglycérides, les vitamines, ces choses-là, bien, la cellule va capturer le LDL par la poignée qui est disponible, donc par l'apoprotéine. L'apoprotéine B ou l'apoprotéine A pour le HDL. Et c'est un peu ça qu'on va utiliser. Mais je ne rentrerai pas plus en détail là-dessus parce que je trouve que déjà, si vous utilisez les triglycérides et les HDL, comme on a vu dans les études tantôt, vous avez déjà un outil extrêmement puissant pour pouvoir établir votre risque. Et je trouve que de rentrer l'ApoA et l'ApoB, parce qu'il y a un ratio B sur A ou A sur B, je ne me souviens jamais par cœur, je regarde dans mes notes, mais on peut calculer ce ratio-là aussi. Mais c'est parce qu'à un moment donné, je trouve que
d'avoir trop de ratios, trop de valeur, trop, ça dilue la soupe et à un moment donné, ça devient extrêmement mélangeant de s'y retrouver. Quand vous avez ici un outil triglycérides, HDL, un sur l'autre si vous voulez calculer le ratio, mais juste de voir ça. Maintenez vos triglycérides en bas de 1 et maintenez vos HDL le plus haut possible. Et avec ça, vos risques sont minimisés à 100%. Vous n'avez plus besoin, en théorie, comme j'expliquais tantôt, selon Dave aussi, vous n'avez plus besoin de vous casser la tête avec ça. Fait que ce que je vais faire, bien, vous avez le lien, mais je vais reposter encore le lien directement vers l'outil. Je trouve ça super intéressant, cet outil-là, parce que vous avez votre prise de sang, vous pouvez le demander quand vous allez voir votre médecin, vous pouvez demander votre prise de sang, une copie, vous arrivez, vous allez sur Internet, vous rentrez les chiffres, comme je l'ai fait tantôt, vous l'avez vu tantôt, vous rentrez les chiffres et vous allez avoir trois outils très visuels. Vous n'avez pas besoin d'être médecin pour pouvoir l'interpréter. Et ça va vous donner du matériel pour pouvoir discuter avec votre médecin après ça, dire, écoute, je suis pas sûr, moi, ça me tente de prendre tel médicament, tel ci, tel ça. Élie, je finis en 30 secondes. Et ça va vous donner du matériel pour discuter. Vous pouvez demander de lui, de vous expliquer aussi ce que vous avez là. Vous l'imprimez, puis vous lui demandez. Donc, je vais vous remercier de votre participation. Ça a été, j'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Et probablement demain, je vais poster le lien pour le prochain rendez-vous de dimanche matin prochain. Donc, gang, je vous remercie énormément et je vous souhaite de passer une belle journée, un beau dimanche après-midi. Il fait super beau soleil dehors. Bonjour tout le monde.